Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct. Et en cette semaine spéciale Niger, notre dossier du jour s'intéressera à la place des jeunes dans l'industrie de la mode. Au sommaire également, le général Jean-Marie Michel Mokoko, candidat malheureux à la présidentielle du 20 mars 2016 au Congo, a été inculpé pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Il est actuellement en détention préventive à la maison d'arrêt de Brazzaville. Et puis regain de tension en Centrafrique. Une nouvelle attaque de l'armée de résistance du Seigneur a secoué l'est du pays. Au moins 17 personnes auraient été enlevées. Quelle a été la réaction des autorités? Eh bien, nous en parlerons et nous en parlerons avec nos éditorialistes. Samuel Gembok. Samuel, bonsoir. Merci Graziella, bonsoir. Et Gracien Rokindikiza. Bonsoir Gracien. Bonsoir Graziella, bonsoir à tous. Tout de suite, c'est l'info du jour. Après 48 heures de garde à vue, le général Jean-Marie Michel Mokoko a été transféré ce mercredi à la maison d'arrêt de Brazzaville. L'ancien chef d'état-major des forces armées congolaises et candidat malheureux à la présidentielle du 20 mars 2016 est inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État. On fait le point tout de suite dans ce reportage de Siamlo Victoria Sedi et on en parle juste après. 2 jours après son arrestation à Brazzaville en République du Congo, l'opposant Jean-Marie Mokoko a été officiellement inculpé ce 17 juin. Il est accusé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État congolais et de détention illégale d'armes de guerre. Les chefs d'accusation retenus contre lui le placent en détention préventive à la maison d'arrêt de Brazzaville sous mandat de dépôt du procureur de la République. Le gouvernement, comme vous le savez, c'est l'exécutif. Et dans un état de droit, l'exécutif n'a pas à commenter les décisions judiciaires. Il est manifeste par contre, et c'est le seul commentaire que je formulerai à ce stade du dossier, que si le parquet a estimé devoir procéder à la mise sous mandat de dépôt de M. Mokoko, c'est qu'il existe probablement des éléments sérieux qui justifient la mesure judiciaire qui est prise. Les partisans de Jean-Marie Mokoko, interdits de manifester depuis la matinée du 17 juin, dénoncent une injustice et une manipulation politique. Ces derniers demandent la libération de l'ex-chef d'état-major des armées. En arrêtant de façon arbitraire le général Jean-Marie Michel Mokoko, M. Denis Sassou Nguesso vient de prouver son refus catégorique de ce dialogue politique inclusif, le seul qui peut faire sortir le pays de la crise actuelle. La conférence des présidents du FROCAD, IDC et composante GM3 se réserve désormais le droit citoyen de consulter toutes les forces politiques et sociales républicaines en vue de mettre en place un comité préparatoire de ce dialogue inclusif. Alors qu'une information judiciaire est ouverte, Jean-Marie Mokoko dit ne pas reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Le 24 mars 2016, le candidat malheureux de la présidentielle avait appelé à un soulèvement qu'il avait qualifié de pacifique. Un appel au recomptage des voix que le pouvoir dénonce comme étant un mouvement de désobéissance civile. Samuel, une première réaction à cette inculpation du général Mokoko? Je pense que c'est une affaire délicate, très délicate pour la sécurité nationale congolaise. Mais c'est aussi une affaire délicate au regard des enjeux politiques et de la stabilité politique dans le pays. Je pense que le Congo, comme tous les autres pays d'Afrique centrale, est dans un processus de démocratisation. Et pour cela, il faut consolider à la fois les institutions, mais aussi le processus en lui-même, c'est-à-dire en reconnaissant une certaine liberté de parole, une certaine liberté d'action de la part des acteurs politiques. Maintenant, s'il y a des acteurs politiques qui ont utilisé d'autres moyens, autres que la voie du discours et de la sensibilisation ou de la mobilisation, je pense qu'à ce moment, il est un peu très délicat de se prononcer sur ce type de sujet. Mais ce que l'on peut retenir quand même, c'est que finalement, quand on rentre en politique, il faut chercher à avoir les mains propres, les mains toutes blanches. Quand on a des mains sales, il est difficile d'envisager de faire de la politique en agressant
brutalement celui qui détient l'appareil de l'État. Et c'est à ce niveau que le bas blesse, notamment dans nos pays. Alors justement, le général Mokoko a toujours déclaré qu'il s'était fait piéger. Qu'en pensez-vous, Gratien? Il s'agit d'une histoire qui date de 2007. On sait bien que Jean-Marie Mokoko était un proche du président Sassou Nguesso. Et d'ailleurs, dans les milieux politiques, que ce soit congolais ou même de Paris, on sait bien qu'il y a eu une réconciliation après cette cassette, cette vidéo. On dit qu'il s'est fait piéger, oui, éventuellement par des milieux. On ne va pas rentrer dans ces histoires qui sont liées, qui peuvent être liées aux services de renseignement ou autres. Mais ça s'est passé en 2007. Entre-temps, il a travaillé avec le président Sassou Nguesso. Il a représenté l'Union africaine. C'était une grande personnalité. Il a posé sa candidature. La candidature a été acceptée. Cela veut dire qu'il était blanc. Il n'avait rien qui pouvait, disons, l'accuser. Et voilà qu'on ressort cette cassette pour l'accuser de ce qui s'est passé en 2007, alors qu'avant, on n'en parlait pas. Pourquoi? On l'a sorti déjà, il y avait une certaine pression quand il s'est présenté. Donc cela veut dire qu'il y a un côté un peu pour bloquer les opposants. En même temps, s'il est en prison, il entre en prison, ça veut dire que c'est terminé pour lui. Mais ce que je peux dire, j'ai entendu le porte-parole du gouvernement qui dit qu'on n'entre pas dans les décisions de la justice, mais le procureur, le parquet est nommé par le gouvernement. Cela veut dire qu'il se trouve du côté de l'exécutif. On peut dire s'il y a une séparation, c'est les magistrats assis, ce qu'on dit, pour les juges et non pas les procureurs. Les procureurs sont nommés par le pouvoir, donc qui peuvent être inféodés aux décisions du pouvoir. Alors sur le plan politique, Samuel, cette arrestation ne risque-t-elle pas de crisper le climat? Oui, clairement, c'est le risque que court cette arrestation, parce que finalement, cela ne va peut-être pas encourager les acteurs politiques de l'opposition, notamment, de pouvoir avoir le courage de se prononcer, d'aller plus loin dans les revendications. Pourtant, dans un état de droit, les revendications ou les contestations doivent être encadrées. Mais pour revenir sur ce que Gratien disait, mon propos introductif, je reviens sur le fait que quand on fait la politique, c'est peut-être très idéaliste de le souligner et d'avoir les mains propres. Mais en même temps, ce que je veux préciser, c'est que c'est une leçon aussi à donner aux gens qui ont cette stratégie de rentrer dans le système et de penser qu'à partir du système, on peut le combattre. Soit vous avez les mains propres et dans ce cas, vous restez militant, vous restez un contestataire, c'est-à-dire sur le discours. Mais en même temps, vous ne pouvez pas vouloir servir alors qu'on vous tendra certainement des pièges. Vous n'allez pas sortir du système sans toutefois avoir des mains sales. Quand vous avez des mains sales, on vous tient par la gorge. Il suffit simplement de bouger pour qu'on ressorte les vieux dossiers. Et je pense que c'est ce qui arrive. La légalité de cette arrestation sera peut-être établie, ou elle est établie par les juridictions nationale. Maintenant, est-ce qu'il aura la possibilité de pouvoir contester tout cela? Je pense que politiquement, il aura raison, mais sur le plan juridique, il aura vraiment beaucoup de peine. Ce qui m'emmène à la question suivante. Gratien, concrètement, que risque le général Mokoko? Il risque la prison. C'est le pouvoir qui va décider. Il pourra rester en prison. Le droit, il y a, disons, le pouvoir régalien du président Sassou Nguesso qui va le maintenir en prison. Mais si jamais il y avait des changements, s'il y a un autre président qui est élu au bout d'un autre mandat, donc il y aura nécessairement, il pourra être libéré. Mais si on revient vraiment sur le plan purement des faits, cela veut dire que même le président Sassou, si on commence à reculer vers l'arrière, même Sassou Nguesso, on pourrait lui demander ce qui s'est passé en 92 quand il est arrivé au pouvoir, non pas par les élections, mais parce qu'à un certain moment où il y a eu la guerre entre les clans. Donc, finalement, Sassou Nguesso, il est revenu au pouvoir grâce à des armes. Merci Gratien. Dans l'actualité également en Centrafrique, les rebelles de l'armée de résistance du Seigneur intensifient les attaques. 42 incidents et 252 enlèvements ont été recensés depuis le début de l'année. Des mandats d'arrêt ont été émis contre des responsables de cette rébellion par la Cour pénale internationale. On fait le point dans ce sujet de la rédaction. Selon l'Organisation des Nations Unies, les rebelles de l'armée de résistance du Seigneur continuent de menacer la sécurité de la population dans sa zone d'exploitation et a notamment augmenté ses attaques en République centrafricaine.
Ces derniers auraient multiplié les attaques et les enlèvements en Centrafrique au cours des 3 premiers mois de 2016. Leur mode opératoire, mutilation et enlèvement des civils et des enfants. Dans l'ensemble, la LRA semble maintenant dévier ce qui avait été pendant une certaine période un profil bas avec des attaques plus intenses contre des populations vu le nombre accru d'enfants enlevés. Nous devons garder cela à l'esprit et poursuivre nos efforts jusqu'à ce que le travail soit terminé. Originaire du nord de l'Ouganda, l'armée de résistance du Seigneur a été chassée par une offensive militaire il y a une décennie. Aujourd'hui, les combattants parcourent la zone à cheval entre les frontières de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo et du Soudan du Sud. Je tiens à mettre en garde les fauteurs de troubles et autres ennemis de la paix en Centrafrique contre leur plan machiavélique de déstabilisation et de destruction de notre pays. Le dernier rapport du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies précise que ces rebelles sont responsables de 42 incidents, 6 civils tués et 252 enlèvements de civils en République centrafricaine au cours du premier trimestre de 2016. À noter que la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt pour le chef de l'armée de résistance du Seigneur et d'autres officiers supérieurs. Samuel, comment expliquer ce regain de tension en Centrafrique quand on sait que la sécurité était le principal défi du nouveau gouvernement? C'est une question qui est fondamentalement préoccupante parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a un regain de tension dans la partie nord-est au sud-est de la Centrafrique. Les frontières sont restées très poreuses et face à l'instabilité au Soudan du Sud et dans la région du Darfour, on ne peut pas envisager la Centrafrique stable. Et à partir du moment où les frontières ne seront pas tenues du côté de la République démocratique du Congo, notamment à l'Est, il sera aussi difficile de contenir la mobilité des LRA. Ce qu'il faut préciser ici, c'est que les LRA sont très mobiles. Ils ont perdu peut-être beaucoup de leur capacité de nuisance au cours des dernières années, mais ils sont en train de se redéployer. Et ce redéploiement, à titre personnel, m'inquiète beaucoup compte tenu de la situation sécuritaire sur le continent. Il y a porosité des frontières, je l'ai rappelé, il y a montée en puissance du terrorisme transnational qui essaie d'exploiter les territoires très faiblement contrôlés par les États. Et donc, il y aura certainement potentiellement des alliances entre les groupes armés terroristes connus, des combattants connus et des groupes rebelles qui opèrent dans certaines localités. On sait très bien depuis plusieurs années maintenant que la chaîne de commandement de LRA a été sérieusement affaiblie, notamment les instructions données par Joseph Kony. Les instructions, pour lui, il était hors de question que les gens massacrent horriblement des ressortissants des localités, mais ces instructions ne sont pas suivies. Et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir qui donne donc les instructions, puisque le mode opératoire même a changé. Il y a des villages qui sont ravagés, il y a des prises d'otages qui ressemblent un tout petit peu à ce que Boko Haram ou les autres groupes armés terroristes font sur le continent. On se demande aussi, Gratien, quelle est la solution? Est-ce que la MINUSCA a véritablement les moyens aujourd'hui d'assurer la sécurité des populations centrafricaines? Non, on l'a vu. Même, je pense, le problème qui se pose déjà, c'est dans la ville de Bangui. Est-ce que la MINUSCA est capable vraiment d'assurer la sécurité que dans la ville de Bangui? Je me pose des questions. Parce que la composition de la MINUSCA est un peu très hétérogène. Il y a des forces qui viennent de plusieurs pays, qui sont encore sous le commandement de chaque pays, donc qui gardent les faiblesses et les forces de leur pays. Il n'y a pas un commandement unique qui est responsable de tout cela en pouvant déplacer, par exemple, mélanger des bataillons avec d'autres, quels que soient les pays d'origine. Et je pense qu'il faudrait qu'on pense plutôt à la sécurité des Centrafricains par eux-mêmes, reconstituer une armée centrafricaine au lieu de recourir aux autres armées. On parlait de viol, on parlait d'autres choses. On peut s'imaginer si vraiment ils n'y vont pas pour gagner de l'argent. Mais les Centrafricains eux-mêmes peuvent former une armée capable de se battre, capable de défendre le pays. Vous êtes d'accord?
Je suis d'accord sur le principe. Si l'armée, effectivement, centrafricaine atteint sa pleine capacité opérationnelle, bien sûr qu'elle pourra jouer un rôle décisif. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il est difficile d'envisager l'armée centrafricaine à très court terme, capable de faire face aux menaces qui s'imposent dans la sous-région. Encore, en termes d'effectifs, en termes de logistique, il va falloir dégager une enveloppe budgétaire assez conséquente pour pouvoir financer la logistique, l'entraînement et tout ce que cela comporte, faire face à la menace. Et en même temps, il faut reconstruire l'État, rendre les institutions étatiques solides. Je pense que c'est un chantier qui est très lourd. Merci. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.